attaque le salon Learning Techno avec brio, avec une thématique très très intéressante au cœur de l'apport du digital dans le monde de la formation, puisqu'on va aller parler sciences cognitives et comment ces sciences cognitives viennent aussi révolutionner dans le croisement du digital. Et ça, on va le faire avec Sun Lee qui va intervenir et qui va lancer cette première conférence. Alors, pour présenter Sun Lee, si vous êtes aussi nombreux, c'est aussi parce que vous savez combien cette personne est précurseur et travaille dans le domaine depuis longtemps. C'est quelqu'un qui vient du monde de la recherche, c'est quelqu'un qui vient du monde vraiment des sciences cognitives pures pour aller vers la mise en œuvre dans le monde des startups et dans le monde de la formation. Déjà depuis combien de temps Depuis 7 ans maintenant. Voilà, donc 7 ans dans un domaine qui est vraiment maintenant au cœur de ce que peut apporter le digital. Alors, des questions vraiment fondamentales. Qu'est-ce que l'adaptive learning va pouvoir apporter dans un parcours de formation? En quoi la personnalisation, ça a du sens? En quoi toutes ces sciences cognitives viennent éclairer l'usage de l'IA dans le monde de la formation? Eh bien, autour de ces questions, on va avoir 20 minutes d'échange avec Sun, et après vous allez pouvoir évidemment poser des questions et vous aussi intervenir si vous le souhaitez. On a 5 slides, on a du contenu avec vraiment de la matière, donc on y va. D'accord, merci beaucoup, vous m'entendez tous? Super. Donc je m'appelle Sun, je suis le CEO et cofondateur de Didask, qui est une start-up du secteur e-learning. Didask, je me présente en 2 minutes parce que c'est quand même important, puis on va rentrer dans le cœur du sujet, mais vous allez comprendre pourquoi je vais faire le lien. Donc c'est une solution de conception et de diffusion e-learning qui est entièrement basé sur les sciences cognitives. Pourquoi les sciences cognitives? Parce que notre préoccupation, on est plusieurs chercheurs à avoir créé Didask il y a 7 ans maintenant. Notre objectif était d'essayer de pouvoir proposer une solution qui permette à nos clients et à nos utilisateurs de pouvoir créer des expériences e-learning qui aient un meilleur impact en termes d'apprentissage réel, de montée en compétences réelles, c'est-à-dire faire en sorte que les apprenants à l'issue d'un dispositif de formation en ressortent en étant vraiment capables finalement de faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire avant. Je dirais que c'est la définition stricte de ce qu'on pourrait appeler une montée en compétences. Pourquoi faire ça? Parce que tout simplement on était convaincus que pour engager les utilisateurs et les apprenants, qui est une problématique centrale sur le marché et de probablement vous tous, comment faire en sorte pour que les apprenants s'engagent, viennent, restent et reviennent sur toutes les formations qu'on peut leur créer, on était convaincus qu'à un moment allait se poser la question de l'impact, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on peut attirer les apprenants avec des paillettes, de l'innovation, etc. Et c'est très bien, il en faut bien évidemment. Mais au fond, une fois que je dirais que la première impression d'innovation est passée, ce qui reste, c'est est-ce que ça vous a été utile ? Tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que vous ressortez de ça en ayant l'impression, parce que vous y avez consacré du temps, et est-ce que vous en ressortez en vous disant que voilà, maintenant vous êtes capable de faire des choses que vous n'étiez pas capable de faire avant? Et notre conviction fondamentale, c'est que ce qui va faire que les gens vont s'engager et s'engager durablement, c'est le fait qu'on ait réussi à créer cet impact et cette sensation chez eux d'avoir vraiment progressé. Ça, c'est compliqué à faire, on sait aussi le faire, évidemment, il y a plein de gens ici qui savent très bien en ingénierie pédagogique le faire, mais c'est pas simple, c'est long, ça prend du temps de réussir à faire des expériences de qualité. Et donc, on voulait venir en apportant cette richesse des sciences cognitives qui nous apprend beaucoup de choses sur les manières justement d'avoir de l'impact avec des moyens, je dirais, à ressources constantes, et à ressources limitées, parce que c'est une problématique qu'on prend trop peu en compte. On peut proposer des tas d'innovations fantastiques, mais bon, si elles vous prennent des mois à mettre en place pour pouvoir faire 1 heure de formation, personne ne va le faire, soyons réalistes. Donc c'est cette idée vraiment d'efficacité et d'efficience. Cette longue explication pour vous donner la base de ce que sont les sciences cognitives finalement et qu'est-ce qu'on essaie de faire. Et ça relie à cette question vraiment de l'adaptive learning qui est un gros sujet pour nous quand on s'est lancé. Parce que évidemment quand on s'est lancé dessus, du coup, avec cette même démarche, la question qu'on s'est posée initialement, c'est pas faisons de l'adaptive learning pour faire de l'adaptive learning, c'était à quoi ça sert. Pourquoi, au fond, il y a besoin ou pas de personnaliser les apprentissages. Je viens de dire que l'e-learning prenait du temps, mais alors l'adaptive learning, n'en parlons même pas, c'est-à-dire faire en sorte que les choses puissent se personnaliser les parcours auprès de chacun et de ses besoins, ça prend énormément de temps. Et à quel point est-ce que c'est vraiment utile? C'est pas si évident. En fait, au début, notamment, si on suit les travaux de la recherche, on voit qu'en fait, il y a un certain nombre de choses dont beaucoup de gens ont tendance à croire en fait que c'est important et nécessaire de les personnaliser,
alors qu'en fait c'est assez peu efficace de les personnaliser. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est la réalité. Par exemple, alors peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà entendu parler des styles d'apprentissage. Vous savez, cette idée, cette théorie donc, qui est issue en fait, d'une théorie qui s'appelle les intelligences multiples, élaborée par Howard Gardner, et qui ensuite a élaboré cette idée selon laquelle chacun aurait un style d'apprentissage optimal, certains auditifs, d'autres visuels, d'autres kinesthésiques. Et donc, c'est une idée qui s'est beaucoup diffusée et dont beaucoup de gens ont tiré la leçon de dire je vais investir du temps pour pouvoir proposer diverses modalités pour que mes apprenants puissent choisir la bonne. On en connaît beaucoup, nous, chez Didas, des OF, des organismes de formation qui ont consacré beaucoup de ressources et d'énergie. Et malheureusement, la recherche a montré depuis bien longtemps, je le répète, même si certains d'entre vous le savent déjà, mais d'autres ne le savent pas, c'est un neuromythe, ce qu'on appelle la ressource cognitive. Beaucoup de chercheurs ont essayé de vérifier si ça marchait vraiment, avec des expérimentations très rigoureuses, où on comparait des gens avec qui on appliquait les styles d'apprentissage et d'autres avec qui on ne l'appliquait pas, tiré au sort de manière aléatoire, et on mesurait après qui avait le plus progressé. Et bien, très paradoxalement, c'est ceux avec qui vous n'avez pas personnalisé qui apprennent le mieux. On a compris après pourquoi, parce qu'en fait, tout le monde a besoin de mélanger à la fois visuel et auditif, contrairement à l'impression que chacun peut avoir. Mais je ne vais pas m'étaler dessus. L'idée, c'est vraiment de vous envoyer le message. En fait, c'est pas si évident que personnaliser absolument tout et pour tout et consacrer des ressources, ça soit forcément utile. Heureusement, si on creuse un peu, on voit que quand même la recherche montre qu'il y a des aspects évidemment qui en revanche sont très efficaces et très utiles et qui se manifestent de manière différente entre les gens et qui vont demander justement de pouvoir personnaliser. Alors, justement, aussi, tu as utilisé les slides parce que la télécommande est restée. L'adaptive learning, ça a du sens et ça va pouvoir apporter quelque chose. À quel niveau ? Pourquoi se servir de l'adaptive learning ? Alors, on voit les limites. Maintenant, à quoi ça peut servir ? Exactement, parce que évidemment, quand même, ça peut servir à quelque chose, sinon on ne le ferait pas. Et surtout, il y a quand même cette intuition qu'on a tous, qu'on sent tous, que parfois on a mal appris parce que le cours, la formation n'allait pas à notre rythme, ou alors que là il se confondait en exemples dont moi j'avais pas besoin, et donc du coup je décrochais parce que c'était plus intéressant pour moi. Cette sensation qu'on a tous finalement issue de notre scolarité, dans laquelle on s'est quand même tous beaucoup ennuyés, enfin je sais pas vous, mais en tout cas globalement quand on vous demande aux gens, les gens sont beaucoup ennuyés, ça vient beaucoup en fait de cette sensation que finalement les choses n'étaient pas adaptées à ce que moi j'avais envie d'entendre à ce moment-là et ce dont j'avais besoin à chaque instant. Et donc pourquoi ? Donc on a essayé vraiment de faire le point sur ça, et donc je vais vous donner juste quelques exemples ici pour vous donner une petite idée. Par exemple, quand vous êtes dans un sujet, alors ça dépend beaucoup en fait du contexte de votre formation, de la configuration du sujet. Typiquement, souvent on va être sur des sujets de formation, pas tout le temps, mais parfois, sur lesquels nos apprenants ont des représentations préfaites. D'accord, ou des idées préconçues. Soit parce que c'est lié à un métier qu'ils exercent déjà. Donc typiquement, ça va beaucoup avoir lieu par exemple dans des sujets de formation, vous savez, quand vous avez besoin de former à des nouvelles réglementations ou à des nouveaux process, par exemple internes, sur lesquels les gens avaient des réflexes habituels et il va falloir les changer et les déconstruire. Typiquement, ou alors ça marche beaucoup sur les questions des postures managériales. Voilà, il y a pas mal de monde souvent qui fait de la formation sur les managers, les postures managériales. Les managers, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'avoir été manager soi-même pour avoir des représentations préfaites, parce qu'on a souvent été managé, où on a tous des idées préconçues de qu'est-ce qui fait un bon manager, comment il faudrait qu'un bon manager réagisse dans telle ou dans telle situation pour que les choses se passent bien. Et parfois ces idées sont bonnes, mais parfois elles ne le sont pas. Et c'est tout l'objet de la formation de réussir à les transformer. Ce que la recherche a montré dans ce genre de configuration, c'est que commencer la formation directement de brut en blanc en balançant quelque part, en transmettant vos nouvelles théories et les nouvelles informations que vous voulez, dont vous êtes l'expert, c'est assez peu efficace. Pourquoi ? Parce que les apprenants ont déjà en fait ce qu'on appelle des modèles mentaux ou des schémas mentaux, si vous voulez, préexistants en mémoire, qui fait que ces informations que vous leur donnez, si elles viennent en contradiction avec ces schémas mentaux, ils n'arrivent pas à les intégrer. En fait, ça ne percute pas. Je pense que vous avez déjà tous eu cette sensation des fois, on vous explique des trucs, et il y a un truc qui cloche, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, et du coup, d'ailleurs, vous décrochez un peu, il continue, le prof ou le formateur, mais vous êtes bloqué sur ce truc parce que vous n'arrivez pas à créer une cohérence, en fait, entre ces nouvelles informations et votre modèle mental. Ce que la recherche a montré, donc là on est dans l'exemple 1, et donc nous chez Didas on aime bien parler d'enjeux cognitifs, c'est-à-dire la manière dont nous on va automatiser beaucoup de choses, c'est pour chaque problème de formation, identifier finalement quel est l'enjeu cognitif principal qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qui crée une difficulté sur le plan cognitif pour passer à l'étape suivante, d'une certaine manière. Là, ce que la recherche montre, c'est qu'en fait, ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de passer un moment en début de formation pour faire en sorte que vos apprenants conscientisent leurs modèles mentaux. Parce que le problème, en fait, souvent, c'est qu'ils n'en ont même pas conscience.
Ils ont des réflexes et ils n'ont même pas conscience que c'est comme ça qu'ils feraient dans une telle situation. Et c'est ce qui rend d'autant plus difficile l'intégration des nouvelles informations que vous essayez de leur transmettre. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire à ce moment-là, est-ce que la recherche montre, c'est que vous gagnez beaucoup en efficacité quand vous prenez pour ces gens-là un moment en début dans lequel vous leur dites ok, voilà une situation typique, et donc voilà, on propose nous des mises en situation parce que justement la recherche a montré que c'est très adapté. On vous dit bah voilà une situation typique de management, par exemple vous êtes dans une réunion et elle est en train de mal se passer parce que telle et telle personne est en train de dire un truc, est en train d'énerver l'autre moitié de la table. Vous, qu'est-ce que vous feriez spontanément? Et ensuite pourquoi? Et là, en faisant ça, vous laissez un temps pour que vos apprenants se disent ah bah moi je ferais comme ça, bah, c'est évident, c'est comme ça qu'il faut faire, et pourquoi? Bah, pour telle raison. Et ce qui est intéressant, alors en plus quand vous êtes en présentiel, vous pouvez faire des choses intéressantes aussi parce que vous pouvez confronter les représentations des uns et des autres. C'est pour ça que les échanges entre pairs sont très utiles en début de formation dans ce genre de cas. Et ça permet aux gens de se rendre compte que non seulement ils ont un modèle mental, mais en plus que c'est pas le même que les autres. Ce qui est très utile pour se prendre un peu de recul et se dire ah peut-être qu'en fait ma manière de penser et de réfléchir n'était pas la bonne. Et une fois qu'on a fait ça, on propose ensuite en fait on permet en fait une fois que l'apprenant a pris conscience finalement de ses préjugés, de ses représentations, ensuite seulement on va lui expliquer les nouvelles informations et comment est-ce que votre nouvelle théorie du management par exemple ou de la gestion des émotions va faire en sorte de vous aider finalement à surpasser la situation complexe dans laquelle là vous êtes. Et vos apprenants en fait accueillent sur le plan cognitif beaucoup plus facilement ces nouvelles informations pour les reconfigurer. Si je veux résumer, c'est tout l'apport de Didasque, c'est non pas de faire à la place de l'apprenant, mais au contraire de lui amener les informations pour lui permettre d'être vraiment acteur en conscience de ses représentations, de ses éléments de blocage, pour pouvoir repartir de quelque chose en conscience. Alors tout à fait. C'est pas faire à la place, c'est l'aider à être encore plus engagé dans ses freins et ses éléments sur lesquels il a à bouger. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment toujours de faire en sorte. Vous savez, en fait, sur le plan de sciences cognitives, en fait, là où on a un parti pris de base, c'est qu'en fait, on se dit, en fait, pour que l'apprenant apprenne, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans son cerveau à lui et qu'il reconfigure les choses activement et qu'il en ait envie. Donc, si vous ne le laissez pas acteur de ça, c'est pas la peine. Et donc à partir de là, alors oui, alors tout à fait, mais avec ceci dit, et c'est là où je rejoins avec la question de l'adaptive learning, c'est que ça, ce que je viens de vous dire, ça prend du temps. Prendre ces 2 heures en début de e-learning ou de formation pour pouvoir faire ça, ça prend du temps. Et c'est utile pour un certain nombre de gens, mais c'est pas utile pour tout le monde. Si vous avez dans votre public et dans le e-learning, vous devez toucher des milliers de personnes, vous avez des gens qui sont des nouveaux managers et des gens qui en sont des anciens et qui ont plein de représentations, vous n'allez pas avoir le même besoin. Et donc là, c'est là où on a envie d'avoir un système qui pour certains le fait et pour d'autres ne le fait pas. Tout simplement pour une question d'optimisation de temps pour tout le monde et pour les apprenants en premier lieu. D'autres exemples comme ça, les informations à mémoriser. Ça, vous allez avoir ça dans des tas de formations sur lesquelles, alors c'est pas le cas de tous hein, évidemment, mais dans un certain nombre de formations, l'apprentissage ne se résume pas à la mémorisation, mais dans un certain nombre de formations, il y a beaucoup d'enjeux de mémorisation. Par exemple, il y a des formations techniques sur lesquelles on travaille avec un certain nombre de nos clients, sur lesquelles il y a beaucoup, un technicien doit enregistrer beaucoup d'informations sur la réglementation. Quand vous formez des commerciaux, par exemple, à la connaissance des produits, ils ont besoin de connaître par cœur aussi toutes les aspérités et les connaissances du produit pour être capable de les ressortir le jour J de manière automatique face au prospect qu'il a en face de lui. C'est ça l'enjeu. Et donc ça, qu'est-ce que la recherche a montré? C'est que c'était aussi quelque chose qui était assez complexe à créer. En fait, pour que ça fonctionne, il faut que réussir pendant la formation à créer ce qu'on aime appeler en recherche en fait, des traces mentales, qui sont des sortes, si vous voulez, de chemins d'accès et de récupération que le cerveau va réemprunter le jour J quand il en aura besoin. Et comment est-ce qu'on fait en fait pour créer ces traces mentales? Parce qu'en fait l'oubli ce n'est jamais que l'information se perd, c'est toujours que le cerveau ne retrouve pas le chemin d'accès à l'information qui est stockée quelque part. Je ne sais pas si vous avez vu Vice Versa, ce superbe film d'animation. Vous voyez cette gigantesque bibliothèque là, c'est stocké quelque part au fin fond, c'est juste que plus personne ne sait retrouver où est le livre. Les traces mentales c'est pareil, c'est des indications qui vont vous permettre de retrouver ce chemin. Comment on fait ça? Alors il y a plusieurs manières de le faire, mais la manière la plus optimale, et nous par exemple c'est comme ça qu'on va pousser automatiquement dans la même logique, c'est une logique de flashcards. Les flashcards, vous savez, sont ces systèmes dans lesquels on vous transmet l'information, donc on va vous transmettre toutes les informations sur le produit, on va laisser passer un peu de temps, et plus tard on va vous poser des questions ouverte, on va vous dire par exemple quel est le prix de ce produit-là. Et ensuite on vous laisse essayer de retrouver par vous-même. Quand vous pensez que vous avez la réponse, vous retournez la carte, là, et vous regardez si la réponse était la bonne. C'est de l'autodéclaratif, mais ça marche très bien. Et ce qui est intéressant là, c'est que même si vous n'aviez pas la réponse, c'est pas un enjeu d'évaluation. Même si vous n'aviez pas la réponse, le fait d'avoir fait l'effort d'essayer de retrouver de mémoire l'information fait qu'au moment où vous la revoyez, votre cerveau va générer les traces mentales qui va lui permettre de retrouver. Ça, c'est ce qui est à la base aussi de ce que vous avez déjà peut-être entendu parler autour de l'ancrage mémoriel, par exemple. C'est basé sur ce principe-là. Et bien ça, même chose. Le problème de ça, c'est que quand on est sur une formation, par exemple sur du sales, des informations comme ça, il y en a des dizaines, voire des fois des centaines dans une formation.
Et demander cet effort pour toutes les informations, c'est long, c'est long et c'est laborieux pour tout le monde. Et ça prend trop de temps, et donc c'est ce qui fait que beaucoup de gens vont y renoncer. Et donc c'est là où on se dit, en fait, essayons de proposer des systèmes adaptatifs qui vont essayer d'identifier de manière aussi automatique que possible, pour l'apprenant, le fait que sur certaines informations, lui a réussi à les mémoriser d'un coup, parce que oui, il y a une disparité de ce point de vue. Des fois, quand on vous transmet des informations, vous allez les retenir par cœur tout de suite. Alors c'est lié à quoi? C'est lié au fait que généralement vous avez des expériences vécues ou des exemples en tête auxquels vous arrivez à raccrocher l'information qui vont constituer des chemins d'accès spontanés. Avec une dimension émotionnelle souvent. Exactement. Ça marche très bien quand on a eu des expériences vécues. En plus, il y a l'émotion, donc l'émotion, ça vous permet de le retrouver les chemins beaucoup plus facilement. Mais des fois, c'est des nouvelles informations auxquelles vous n'avez rien à raccrocher, vous. Et ça peut être différent d'une personne à une autre. C'est-à-dire que deux apprenants, en fonction des expériences qu'ils ont vécues, des exemples qu'ils ont en tête, de leurs préoccupations, vont pas réussir à mémoriser facilement les mêmes informations. Et donc, on n'a pas envie que tous les apprenants passent leur temps à aller faire typiquement des flashcards ou des efforts de récupération de mémoire sur toutes les informations, alors qu'ils ont besoin de le faire que sur un quart du temps. Idem. Là, on est exactement dans un cas où l'adaptive learning, ici, peut être pertinent. Un dernier petit exemple, sur de l'apprentissage un peu plus profond, je dirais, c'est quand vous avez besoin d'apprendre des concepts, alors par concept c'est assez large, que vous avez besoin de savoir appliquer en situation. Quand je dis concept, c'est par exemple, je peux prendre l'exemple par exemple des formations anticorruption. Vous savez, c'est des formations réglementaires qu'il y a dans beaucoup d'entreprises. Par exemple, en fait, ça tourne en gros autour de 2-3 idées clés, qui sont la corruption, la lutte contre le blanchiment et le conflit d'intérêts. Bon, là en fait, quand vous regardez ces formations, ça va très vite en termes de transmission d'informations. Une fois que vous avez expliqué aux gens la définition de ce que c'est que la corruption et ce que c'est qu'un conflit d'intérêts, ça s'explique vraiment en 3 phrases en réalité. L'enjeu, en réalité, il n'est pas là. Il n'est pas de mémoriser par cœur la définition de ce que c'est qu'une situation de corruption. L'enjeu, il est la difficulté sur le plan cognitif et va être dans la capacité, dans une diversité de situations concrètes qui toutes varient un peu dans leurs paramètres et qui constituent tous un peu toutes des zones grises, à réussir à savoir est-ce que là, c'est bien une situation de corruption ou de conflit d'intérêts. Et donc cette difficulté-là, si vous voulez, à être capable d'appliquer un concept unique dans une diversité de situations, c'est un enjeu en soi. Et donc là, la problématique, c'est une problématique qu'on appelle d'illusion de maîtrise. Vous savez, c'est ce phénomène qu'on a tous eu, on nous explique quelque chose, on a l'air de... peut-être que malheureusement, là, je vais vous soumettre à l'illusion de maîtrise, vous allez tous sortir en vous disant, tiens, j'ai compris plein de trucs, et puis le jour où vous allez devoir essayer d'appliquer, ou même simplement de réexpliquer ce que j'ai expliqué là, vous allez voir qu'en fait, vous n'y allez pas y arriver. C'est normal, c'est un phénomène cognitif normal qui s'appelle l'illusion de maîtrise, et donc pour ça, pour le casser, il faut rentrer dans des logiques d'exercice, de micro-exercices d'application continue, pour pouvoir à chaque fois faire en sorte que l'apprenant puisse faire des erreurs. C'est pour ça que les chercheurs disent souvent que l'erreur est importante dans l'apprentissage. Briser cette illusion de maîtrise et par des feedbacks automatiques, comprendre comment réajuster ses représentations mentales. Idem, comme pour le reste, tout ça c'est long, ça prend du temps et c'est très variable en fonction des apprenants. Certains, quand vous expliquez un concept, par rapport à tout ce qu'ils ont déjà en mémoire, vont réussir à comprendre spontanément comment l'appliquer, d'autres non. Et c'est variable d'un concept à l'autre en fonction des personnes. Et même chose, vous n'avez pas envie. Tout ça, en fait, finalement, revient toujours à une question d'optimisation du temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question de est-ce qu'on veut que les gens... Parce qu'en fait, si même d'ailleurs en termes d'engagement, c'est-à-dire ce qu'on sait, c'est que si vous commencez à faire passer 15 minutes, 30 minutes à des apprenants sur des sujets qui les ennuient profondément, vous êtes sûr qu'ils vont décrocher. Et le transfert... Pour faire cette montée en compétences progressive, ça nécessite du temps, ça nécessite de la répétition. C'est pas quelque chose qui se fait de manière magique en une seule fois. Alors voilà, c'est là où effectivement, tout ce que je vous ai dit d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tout ça s'applique beaucoup déjà même en présentiel. On n'a même pas besoin d'aller sur du e-learning pour appliquer déjà un certain nombre de choses. En revanche, il y a tout un ensemble de domaines dans lesquels on va voir que ça devient compliqué de faire sans un système digital qui va prendre l'apprenant en dehors de l'apprenant. Parce que malheureusement, ça serait trop simple si c'était le cas, l'apprentissage ne peut... Enfin, le vrai apprentissage complet, c'est-à-dire la formation, ça sert à transmettre souvent des informations, commencer à appliquer, mais la montée en compétence, elle se fait dans le temps avec de l'application répétée, de la répétition, et ça, c'est des choses qui nous sortent de la formation, et c'est là où effectivement des dispositifs hybrides avec du e-learning peuvent jouer vraiment un rôle sur le plan, je dirais, du parcours cognitif de l'apprenant. Et en ce qui relève de la question de l'adaptive learning, pour revenir sur ce sujet central, en fait, on voit bien que, donc dans tout ce que je vous ai dit là, je vous ai donné plein d'exemples de pourquoi finalement,
où est-ce que c'est pertinent de personnaliser de manière de personnaliser, sauf que tout ça, non seulement, ça prend beaucoup de temps pour vous si vous devez le faire en présentiel. C'est toute la difficulté de la différenciation pédagogique pour les enseignants et les formateurs, quand vous avez 20 apprenants devant vous et que vous devez essayer de personnaliser pour chacun, parce que vous avez tout ce que je vous ai dit là, c'est très micro, vous voyez, et donc se dire comment je vais faire pour à chacun proposer pile poil l'expérience, c'est impossible en réalité, c'est pour ça qu'on finit tous par y renoncer. Et donc c'est là où en fait on veut essayer de proposer de l'adaptive learning, ça peut jouer un rôle très important, c'est faire en sorte que finalement d'avoir des systèmes automatisés qui vont être capables sur tous ces paramètres-là de prendre l'apprenant, d'identifier en fait finalement là où il en est de son parcours cognitif à chaque fois et comment est-ce que lui on va faire en sorte que cette étape se passe bien. Si pour lui elle est très simple, de passer directement à l'étape suivante et à chaque fois de pouvoir proposer finalement à chacun la bonne modalité pédagogique à chaque instant en fonction de ce qui est optimal pour qu'à la fin de l'histoire il ait monté en compétences. Merci pour cette définition de l'adaptive learning qui de manière très concrète montre à quel niveau ça intervient de manière vraiment utile sur ce gain de temps, sur ces renforcements dans ces mécanismes. Alors concrètement, ça se passe comment dans ce que met en place Didask, à quel niveau ça intervient, comment vous implémentez ça? Alors, en fait, c'est intéressant parce que d'ailleurs dans la question, il y avait la question de l'intelligence artificielle. C'est est-ce que l'adaptive learning peut aider? Donc, il y a souvent des confusions d'ailleurs entre adaptive learning, intelligence artificielle, quelle est la différence, qu'est-ce que c'est? En fait, en réalité, les gens entendent des choses très très différentes derrière l'intelligence artificielle, des choses qui relèvent, je dirais, de choses extrêmement, je dirais, poussées et complexes, qui vont dans le machine learning et dans la capacité d'un algorithme à comprendre par lui-même un ensemble de choses et à s'améliorer par lui-même. Mais en réalité, aujourd'hui, quand vous regardez en fait la réalité de là où on est l'IA, encore une fois, je dirais peut-être pas la même chose dans 3 ans parce que l'intelligence artificielle fait des progrès considérables très très rapidement. Mais aujourd'hui, l'IA, on est à un stade qui, selon nous, chez Didask, c'est ce qui explique la manière dont nous on essaie de faire les choses, et selon nous pas encore suffisamment mature, je dirais, sur le plan je dirais de l'IA au sens magique du terme. Voilà, pour la faire simple. En revanche, l'IA, et c'est au sens faible du mot, c'est-à-dire la capacité à faire en sorte de créer un système qui va, selon un ensemble de règles automatique, va être capable de repérer le bon paramètre. Typiquement là, est-ce que sur ce sujet, mon apprenant a déjà des représentations préconçues? Est-ce que là, mon apprenant, c'est quelque chose sur lequel j'observe de manière automatique ça semble lui prendre plus de temps que la moyenne de réussir à intégrer ce point? Et en fonction de ça, de lui reproposer, de ralentir le rythme, de lui reposer plus d'exercices, tout ça, ce sont des choses qui sont possibles aujourd'hui techniquement. Et donc nous, notre enjeu chez Didask, en fait, ce qu'on essaie beaucoup de faire, hein, alors je parle beaucoup d'innovation là, pédagogique, et on y croit beaucoup, et c'est très important, mais on est convaincu chez Didask que l'innovation pédagogique doit avoir une utilité. Et donc on sait pas c'est jamais innover pour innover, on est très partisan d'un principe qu'on appelle la sobriété pédagogique. On parle beaucoup de sobriété énergétique en ce moment, mais nous on croit beaucoup à la sobriété pédagogique. Non pas parce qu'on ne croit pas à l'innovation et à la technologie, hein, elle est très utile pour des tas de choses, mais l'idée c'est vraiment de se dire, partons des problèmes et des besoins de nos apprenants, voyons ce qu'on peut mettre en place de manière simple, concrète et rapide, et employons la techno là où on en a vraiment besoin, où on n'arrive pas à faire avec ce qu'on a. Et quand on le prend de cette manière-là, nous chez Didask, ce qu'on a essayé de faire, c'est de régler d'abord un problème avec l'adaptive learning, qui est comment faire en sorte que nos clients puissent mettre ça en place rapidement. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans tous les outils, vous pouvez demander de réussir à mettre en place un système d'adaptive learning. Ça va souvent être une logique sur mesure. C'est-à-dire qu'il va falloir faire un développement ad hoc qui va prendre des mois, et qui va faire en sorte que, et ça va coûter cher et ça va prendre du temps, qu'en fonction de l'ensemble de vos contenus, on va être capable d'automatiser un certain nombre de choses voilà. Et donc, c'est quelque chose qui ne nous semblait pas viable, et surtout il nous semblait que cette logique de faire quelque chose de ad hoc par rapport à chaque contenu, on n'en a pas besoin au fond si on est capable de partir de cette connaissance qu'on a, nous, des sciences cognitives, qui est finalement d'identifier au fond, là je vous en ai montré 3 exemples, hein, il y en a plus que ça, hein, mais je dirais qu'il y a une dizaine, quinzaine de paramètres clés aujourd'hui, où la recherche montre que déjà si ceux-là on arrive à les prendre en compte, on est capable, là j'en ai mis 3, mais encore une fois il peut y en avoir d'autres, on est capable d'automatiser, c'est rien d'autre qu'un résumé hein, des précédentes, on est capable en fait, juste à partir de ça, de faire un bond massif en termes d'efficacité d'apprentissage. Et donc aujourd'hui, la solution Didask, comment elle fonctionne en fait avec alors,
ce n'est pas que de l'adaptive learning, hein, vous pouvez créer des expériences e-learning de manière classique et donc ça, on répond aussi à plein d'autres enjeux. Mais sur la partie adaptive learning, si c'est des sujets sur lesquels vous avez besoin, et encore une fois, je vous recommande d'y aller si vous en avez besoin, parce que vous avez des publics hétérogènes, parce que vous avez, voilà. À partir de ce moment-là, ce qu'on propose, en fait, c'est la solution a été pensée d'entrée avec une architecture en fait préfaite qui permet de faire en sorte de vous orienter avec aucun enjeu technique pour vous. L'idée, c'est vraiment de vous focaliser uniquement par rapport à votre sujet de formation et en fait, on vous demande en fait, de juste en fait, rentrer les bons contenus aux bons endroits. C'est-à-dire, en gros, on a, si vous voulez, designé d'une certaine manière dans la solution ce qui constitue un parcours cognitif optimal du début, c'est-à-dire comment je motive l'apprenant qui n'est pas motivé. Une fois qu'il est motivé, donc là, qu'est-ce qu'il faut? Dans l'idéal, c'est par exemple une vidéo inspirante, ça fonctionne très bien. Étape 2, je transmets les informations. Là, on a plusieurs formats qu'on propose pour transmettre rapidement et facilement ces informations. Une fois qu'on a ça, les exercices d'application. Donc là, c'est créer juste 1 ou 2 cas d'application qui va faire en sorte que l'apprenant puisse créer. Et voilà, ça, on suit comme ça. Donc il y a 7-8 étapes comme ça. Et donc, en fait, vous suivez une sorte de canevas avec un formulaire quasiment très simple que vous remplissez pas à pas. Et une fois que vous l'avez fait sur chaque, vous cliquez sur un bouton et notre système prend la main pour générer toute la logique adaptive learning qu'il y a derrière pour que vous n'ayez rien à faire. Et ça, on est capable et on essaie de le faire parce qu'au fond, on croit, on le fait chez Didasque que ce qui est compliqué, si vous voulez, pour mettre en place de l'adaptive learning généralement, c'est qu'on est souvent dans des logiques très techniques avec des professionnels, des data science qui maîtrisent très très bien la manière d'utiliser la donnée, mais qui n'ont pas forcément, tout simplement parce que ce n'est pas leur métier et leur expertise, une compréhension profonde de ce qui fait un parcours d'apprentissage optimal sur le plan cognitif. Et donc, nous, quand on ne connaît pas, on est obligé d'aller sur des choses très complexes sur le plan technique pour essayer de comprendre spontanément par la donnée qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est très compliqué en plus d'avoir de la donnée de qualité pour un ensemble de raisons sur lesquelles je ne m'étalerai pas ici. Et donc quand on est capable finalement de faire ça, et finalement c'était un peu nous la volonté pour laquelle on a voulu créer Didas, c'est de dire on a cette expertise en tant que chercheur, essayons de la mettre à disposition de nos clients dans un schéma qui leur permet de faire en sorte qu'ils n'aient pas besoin de cette maîtrise-là, de nous faire confiance, de se contenter quelque part de saisir un peu les contenus et nous on s'occupera d'automatiser le reste. Et peut-être pour résumer, avant de donner la parole, puisqu'il nous reste juste quelques minutes, la position de Didasque, ce qui fait son originalité, c'est vraiment une démarche pédagogique qui va après s'appuyer sur des outils et non pas l'inverse. C'est vraiment des outils au service d'une vision pédagogique et d'une démarche pour lesquelles vous outillez, vous donnez les solutions les plus simples pour pouvoir gagner du temps. Mais ce n'est pas la techno d'abord, c'est cette posture pédagogique fondamentale sur le parcours et sur les méthodes d'apprentissage basées sur les sciences cognitives. Oui, tout à fait. Quel stand, Didasque? J50, si je ne me trompe pas, parce que je viens juste d'arriver, j'ai même pas encore le temps d'aller visiter notre stand, mais donc voilà, si vous êtes intéressé par en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous voir et nous écouter. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur lesquelles Son peut répondre? Vous mettez debout, vous nous dites vite. Il y a un micro. Ah, papa, j'attrape le micro. Ah, bah voilà. Bonjour. Ça marche. J'avais une question par rapport au volume, parce que si j'ai bien compris, du coup, il y a une partie de conception interne à prévoir au niveau des situations qui sont proposées dans les modalités pédagogiques. Pour un concept simple, il faudrait prévoir combien de situations il faut toujours ramener ça. Il faut toujours ramener ça au temps de e-learning. Autant de e-learning en fait que vous avez besoin de créer. C'est-à-dire que selon votre formation, des fois c'est 1 heure, des fois c'est 5 heures, des fois c'est 10 heures de e-learning. Je dirais que si on veut comparer aujourd'hui à une métrique un peu simple, c'est sur 1 heure de e-learning. Alors, je parle de e-learning interactif, c'est-à-dire je parle pas de contenu très passif uniquement descendant. Sur Didas, ce que vous allez créer chez Didas, c'est du e-learning, je dirais, quand même très interactif, assez ludique et engageant. Aujourd'hui, ça prend en moyenne, je dirais, 3 jours de temps de travail pour 3-4 jours pour réussir à créer ce contenu. Ça va dépendre des sujets. Il y a des sujets très simples qui vont se faire en 1 jour, des sujets plus complexes qui vont se faire en 5. C'est une moyenne. Sachant qu'aujourd'hui sur le marché, on est sur une... Quand vous prenez tout le... Alors, quand je parle du temps, pardon, je ne parle pas du temps technique. Le temps technique, ça se fait vraiment très rapide. Et souvent, le temps que vous allez voir affiché par toutes les solutions, c'est le temps technique. Créer, saisir, etc., ça se fait en quelques clics. Nous, quand on raisonne sur Didas, on raisonne toujours en incluant
le vrai temps, c'est-à-dire tout le temps pédagogique, de réflexion, de design, de conception, qui est souvent le temps caché qu'on vous laisse à vous, les formateurs et les experts et les utilisateurs, et qu'on n'internalise pas dans la solution. Notre enjeu dans Didas, ça a été de réduire celui-là. Sur le marché, ça prend 20 jours de travail aujourd'hui, en moyenne de tout ce temps, c'est tout ce que les études montrent. Quand vous incluez tout ce temps de travail pour créer 1 heure de e-learning interactif, aujourd'hui on arrive chez Didas à le diviser par plus de 5, parce qu'on a une logique Canva très simple justement, où vous avez quelque part à répondre à un ensemble de questions pour pouvoir créer ce contenu. Merci Son, on est obligé d'arrêter parce qu'il y a évidemment plein d'autres conférences qui suivent. Pour continuer à discuter avec Son sur le stand Didask qui se trouve de l'autre côté, venez le voir, venez voir l'équipe, il y a vraiment toute l'équipe, une grande partie de l'équipe Didask qui est présente. Merci beaucoup. Merci à tous.